je vais passer la parole à Pierre avec une première question que je pose et qui, je pense, va durer pratiquement toute l'intervention, c'est-à-dire 1h30 de conférence. Pour vous, mais qu'est-ce que c'est que cette sobriété heureuse dans un monde d'excès, dans un monde où tout va mal? Ben écoutez, je vais essayer de m'expliquer. Je demanderai déjà à l'éclairage si c'était possible. Je ne vois que des ectoplasmes. Donc ce serait vraiment intéressant si on éclaire un peu plus la salle, si c'était possible, que je puisse voir des visages, voir des gens, et pas simplement, voilà. C'est vrai que c'est plus agréable. Oui, c'est plus agréable, oui, beaucoup plus agréable, voilà. Alors, tout ce que je vais dire, évidemment, ça ne relève pas, disons, de quelque chose de magistral. Ça relève simplement de quelque chose qui m'a été inspiré par l'observation même de la société telle qu'elle évolue aujourd'hui. Voilà. Il y a quand même pas mal d'années que je suis interrogatif par rapport à l'évolution de l'histoire. Est-ce que ça s'est construit à travers, évidemment, mon propre itinéraire singulier? Est-ce que ça s'est construit uniquement parce que, comme tout le monde, on observe l'évolution de l'humanité et puis on essaye de se demander quelle pourrait être la suite de cette évolution? Est-ce que nous ne sommes pas dans une impasse qui sera difficile de surmonter? Toutes ces questions sont là. Simplement, ce qu'il reste, c'est qu'il faudra bien que l'humanité définisse son avenir. Cette humanité qui représente une entité très particulière, quand on essaye d'avoir disons, un ratio temporel et que l'on prend 24 heures et qu'on applique ça à l'âge de la planète, nous sommes advenus depuis 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes. Donc pendant tout ce passé, la planète n'a absolument pas eu besoin de nous. Elle s'est construite, elle s'est faite, nous venons de publier un ouvrage avec Jean-Marie Pelt. Il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. Et ce qui est évident, ce qui est apparu comme évident, c'est qu'elle s'est construite sur la coopération. Tous les éléments constitutifs du système vivant sont en système coopératif. Coopération et association, c'est-à-dire réorganisation d'entités qui sont dynamiques entre elles, mais rien de ce qui existe n'est inutile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de superflu, tout a été construit. Et c'est comme ça que cette enveloppe vivante autour de cette magnifique planète s'est constituée. Ensuite, j'ai eu un peu droit à la patate chaude, c'est-à-dire d'accord, mais enfin, et qu'en est-il de l'humanité? L'humanité, venue, comme je l'ai dit, assez tard dans le processus, instaurait ce qu'on pourrait appeler la dualité. C'est-à-dire l'humanité fonctionne sur un système duel. Et il suffit de regarder les informations pour se rendre compte que cette dualité, elle est encore virulente et que l'humanité ne s'est pas assagie. Pourtant, nous avons des millénaires d'expérience, mais ces millénaires d'expérience ne nous ont pas assagis puisque nous sommes toujours dans la même ornière qui est celle de l'antagonisme. Et cet antagonisme qui, évidemment, nous menace de plus en plus. Alors, est-il possible de réorganiser la société planétaire sur d'autres critères que ceux de la fragmentation et ceux de la dualité? On dit oui, bien sûr. Mais comment parvenir à cela quand finalement cette dualité est tellement incrustée dans l'ordre humain qu'il faut vraiment l'éradiquer si nous voulons que l'espèce humaine puisse avoir un quelconque avenir. Et toute la question est là. Mais comment, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Bien entendu, on peut reprendre depuis les origines.
les religions dualistes, les idéologies dualistes, les tribus, les races, les communautés, et l'être humain a toujours fonctionné comme ça sur cette dualité. On arrive aujourd'hui, est-ce que cette dualité peut être éradiquée? Je dirais oui, parce que nous sommes dans une forme de mondialisation qui fait que tous les êtres humains aujourd'hui au plan planétaire sont reliés quelque part, donc on n'est plus dans l'ignorance de la séparation. Et ensuite on a des difficultés à faire advenir dans notre conscience le fait qu'il faut aujourd'hui, plutôt que d'aller vers cette dualité ruineuse en termes d'armement, en termes de méchanceté humaine, en termes de violence, et bien arriver finalement à ce que l'humanité devienne intelligente, parce qu'elle ne l'est pas. Nous avons beaucoup confondu nos aptitudes, qui sont extraordinaires, par rapport à l'intelligence qui devrait faire de nos aptitudes un ordre intelligent. Donc du coup, nos aptitudes ne nous servent pas véritablement à recréer ce monde non duel, mais par contre servent la dualité. Aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance à la mort, c'est-à-dire qu'on est bien plus attentif à comment générer la mort et la violence que comment secourir des pauvres humains qui sont des damnés de la terre et qui aujourd'hui ont besoin de survivre, ne serait-ce qu'en nourrissant leurs enfants. Donc quand on en est à ce point-là, évidemment, la question se pose, existe-t-il une possibilité? Alors on se pose beaucoup de questions sur existe-t-il une vie après la mort? Mais moi, ma grande question est, existe-t-il une vie avant la mort? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes vraiment vivants ou est-ce que nous sommes simplement provisoires sur cette planète avec nos conflits, nos séparations, nos destructions, même des fondements même de la vie sont atteints aujourd'hui par les exactions humaines. Je suis un agroécologiste et je sais qu'on empoisonne la terre tous les ans, elle est empoisonnée par des substances chimiques. Nous savons que l'eau n'est pas pure et qu'elle est porteuse aussi de nuisances. Je ne parle pas de l'air, tout le monde sait que l'air est devenu aussi toxique, et de plus en plus toxique. La chaleur et la lumière deviennent aussi dans une forme de déséquilibre, et donc aujourd'hui, on peut dire que si rien n'est fait, eh bien nous aboutirons évidemment à l'éradication de l'être humain par lui-même. Alors on a recours à l'écologie pour dire, bon ben voilà, l'écologie ça doit être formidable, parce que cette écologie va nous aider à mieux prendre soin de la nature. Mais ce que je reproche un peu à l'écologie politique, c'est qu'elle invoque les phénomènes, mais elle n'invoque pas le fait que l'écologie, c'est le fondement absolu qui doit être enseigné aux enfants depuis tout petit. Parce que tout le monde dépend de la vie. Et du coup, on reste dans un système qui est un système qui, effectivement, essaie de nous enseigner la valeur de la vie, mais en fait, les dispositifs que l'on prend sont quand même mineurs. On va être au 21e colloque, enfin, ce truc, comment on appelle ça? Excusez-moi, je vais enlever mon pull. On est en train de préparer la 21e, comment ça s'appelle? La 21e, je sais pas quoi. Enfin bon, le rassemblement qui est censé inviter toute l'humanité à réfléchir sur son destin et sur l'avenir qu'elle doit construire. Alors je me dis, mais d'accord, mais enfin, est-ce qu'on est condamné à répéter ces réunions internationales sans prendre des décisions et des résolutions qui effectivement répondent à la problématique telle qu'elle est aujourd'hui? C'est un peu comme si on faisait en permanence le diagnostic d'une planète qui va mal, mais le diagnostic étant négatif et connu de tout le monde, on a du mal à mettre en route
les résolutions et les processus qui devraient éradiquer, si vous voulez, cette dérive. Voilà aujourd'hui où nous en sommes, malgré tous les efforts que nous avons faits. Alors, l'organisation de l'humanité sur la planète est dualiste. Tout au long, elle a créé des antagonismes, etc. Et on arrive encore aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces antagonismes. Est-ce que c'est une fatalité et on n'y peut rien? Ou est-ce que, est-ce que nous avons le pouvoir de changer l'ordre des choses? Moi, je dis qu'on a le pouvoir de changer l'ordre des choses. Mais ce n'est pas simplement parce que nous allons prendre des résolutions particulières. On peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Donc le problème de dire parce que les alternatives, etc., bon, même l'agriculture écologique pour laquelle je milite et que j'essaye d'appliquer, aujourd'hui, elle est beaucoup convoitée par les gagneurs d'argent. Pourquoi? Parce que y a de plus en plus d'engouement vers la nourriture bio. Et la nourriture bio, elle est petit à petit rentre dans le giron, en quelque sorte, des gens qui l'ont dénaturée, qui l'ont expurgé de sa valeur fondamentale pour en faire simplement du profit. Voilà, puisque les gens mangent bio, on va leur en donner. Mais est-ce qu'il y a derrière tout ça une conviction? Je ne crois pas, pas toujours, peut-être, mais ce n'est pas sûr. Donc on est aujourd'hui dans un état qui nous interpelle pour que nous changions, changer ou disparaître. Et ça n'est pas une métaphore. C'est pas, je veux dire, c'est pas une phrase comme ça. C'est pas quelque chose qui est comme ça, une espèce de métaphore élégante. Non, c'est une réalité absolue. D'autant plus que les pulsions humaines, elles ont toujours existé depuis les origines, mais aujourd'hui, ces pulsions sont instrumentalisées et efficacement instrumentalisées. Nous avons même de quoi provoquer une apocalypse planétaire avec le nucléaire, avec toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin de vous apprendre tout ça. Donc, à partir de là, on revient à dire, mais finalement, voilà, pour ce qui concerne votre serviteur, ça fait bien longtemps, je suis né dans le désert, et puis d'une tradition musulmane, dans une petite oasis, et il se trouve que dans cette oasis, comme on était colonisé par la France, eh bien les Français ont découvert du charbon, et la découverte du charbon a amené les Français à exploiter ce charbon, et ça a été un énorme bouleversement de nos structures sociales. Et nous sommes tombés sans transition d'un système traditionnel à quelque chose qu'on pourrait appeler la modernité. Donc à partir de ce moment-là, moi, mon propre père, qui était un forgeron, un poète, se pose la question de l'avenir. Est-ce que l'avenir, c'est notre tradition, ou est-ce que l'avenir, c'est ce qu'apporte le monde occidental? Il en a conclu que c'est ce qu'apportait le monde occidental qui allait en fait dominer l'ensemble du système humain. Et ce système, et cette logique occidentale, née en Europe, elle a été évidemment, l'Europe a été la première victime, si vous voulez, de cette logique-là, parce que les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on avait des communautés paysannes, des choses et des gens qui vivaient dans un rapport avec la nature, c'est-à-dire que la nature a inspiré leur mode d'existence, parce qu'ils se sont ajustés en quelque sorte aux ressources dont ils disposaient pour pouvoir survivre. Ça a donné cette diversité culturelle avec la façon de s'habiller, les patois, vous savez, les langues diversifiées, les patois, la façon de se vêtir autrement, la façon de construire sa maison, ses contes, ses légendes, etc. Et tout ça fait partie d'une seule et même culture, et il y avait une multitude de cultures. Quand l'idéologie a pris beaucoup de valeur, ça a été en fait l'éradication de tout le passé.
et le passé qui était plutôt agraire. On a dit maintenant, il faut rentrer dans la modernité. Et la modernité, qu'est-ce qu'elle a généré? Elle est prométhéenne, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui pense qu'il va détenir des puissances telles qu'il va gérer et organiser sa propre existence et son avenir sur les bases d'un homme triomphant, qu'on pourrait appeler l'homme démiurge. La technologie arrive et évidemment les êtres humains sont grisés par cette technologie et pensent que c'est la logique qui doit désormais être la logique qui va déterminer toute la suite de l'histoire humaine. Et ça a été voulu ou non, c'est-à-dire dans le sens conscient ou inconscient, tout le passé est un passé archaïque. Par contre, le monde moderne et la science et la technologie, ça, c'est une évolution importante de l'humanité qui va enfin s'affranchir de toutes les tutelles ou de toutes les contraintes qu'impose le monde vivant pour entrer dans un monde maîtrisé, où l'humanité va maîtriser elle-même son destin et ne va plus dépendre de rien du tout. Donc cet avènement de la technologie, cet avènement de la combustion énergétique est l'avènement qui est aujourd'hui dominant puisqu'il s'est répandu sur l'ensemble de la planète. Quand les Européens sont allés conquérir des continents, eh ben, ils ont transporté cette idéologie en regardant les autres peuples comme attardés par rapport à cette idéologie. Et je reste toujours très meurtri et très triste de voir combien la guerre de 14 a massacré les paysans. Alors on dit cette guerre, moi je dis c'est un génocide. C'est un génocide où les paysans se sont confrontés, endoctrinés, se sont confrontés pour des critères ou des raisons qui n'étaient pas forcément les leurs. Et c'est comme ça que vous voyez quand vous circulez en France, vous allez dans les villages, ben vous avez la liste des sacrifiés pour cette idéologie. Donc du coup, on rentre dans une ère très particulière, et à partir de là, le sort en est jeté. C'est en quelque sorte une universalisation de la logique et de l'idéologie. Et cette universalisation est tellement puissante que moi, petit saharien, né dans le sud de l'Algérie, quand je suis allé à l'école française, je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans mon histoire qui fait que effectivement, mais enfin on ne peut pas dire que ça soit logique que je récite moi que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et il y avait même des gens un peu plus foncés que moi qui disaient la même chose. Si ce n'est pas de l'endoctrinement, c'est quoi? C'est vraiment de l'endoctrinement. Donc à partir de là, la technologie prend une importance considérable. Nous sommes grisés par nos inventions, des inventions formidables, qui nous grisent tellement que finalement on déspiritualise la vie. C'est-à-dire la vie devient rationnelle, cette rationalité élimine en quelque sorte tout autre sentiment ou toute autre approche qui ne soit pas dans cette rationalité. Les religions, quant à elles, on peut parler des religions, disons, monothéistes, c'est-à-dire les trois religions qui sont reliées au monothéisme biblique, si vous voulez. C'est le judaïsme qui est le premier, le christianisme est venu après, et l'islam est venu encore un peu plus tard. Toutes se réclament de la même racine, et toutes proclament que la création est l'œuvre de Dieu. Toutes. Seulement on se demande pourquoi d'un côté on proclame que la création est l'œuvre de Dieu, et de l'autre côté on ne fait rien pour préserver cette œuvre de Dieu. Il y a une espèce, on laisse profaner en quelque sorte quelque chose qui devrait être de l'ordre du sacré. Alors on rentre
on rentre dans cette ère où petit à petit le miracle technologique prend de plus en plus d'importance, nous sommes de plus en plus grisés, etc. Et après, finalement, il y a une généralisation du système planétaire qui met d'un côté les gens avancés et les gens attardés. Et tous les autres peuples qui ne sont pas dans la technologie, dans la modernité, sont considérés comme attardés et qu'il faut qu'ils se mettent à jour de la modernité. Donc on est dans et cette mise à jour de la modernité, finalement, passe par le principe de la négation de toute autre culture qui ne soit pas celle du monde actuel et celle du monde moderne. Ce qui fait que des peuplades entières ont été sacrifiées. J'attends encore que les Américains, par exemple, demandent pardon pour le génocide des peaux-rouges. C'est quand même incroyable, on a génocidé des peuples entiers. Et l'Europe s'est répandue en quelque sorte sur la planète dans l'accaparement des territoires des autres, mais en même temps dans le drainage des ressources découvertes sur ces territoires. Et toutes ces ressources sont venues, si je puis dire, doper le modèle. Le modèle a commencé bien sûr, mais il a été dopé. Qu'est-ce qu'aurait pu faire l'Europe si elle n'était restreinte uniquement qu'à ses propres ressources, sans aller chercher du pétrole partout, des matières premières partout. Donc du coup le modèle s'est érigé et par le dopage, et il fait illusion aujourd'hui puisque tous les peuples veulent maintenant, ce qu'on appelle les peuples émergents ou autres, veulent maintenant accéder à cette logique-là, sauf que la conjoncture n'étant pas la même, si chaque Chinois, chaque individu, chaque être humain sur cette planète voulait vivre comme nous vivons, nous, à notre niveau de prospérité, eh bien la planète n'y suffirait pas. Et nous n'avons que cette planète. Si on en avait d'autres, on dirait, une fois que celle-là est épuisée, on irait ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Donc ce qui veut dire qu'il y a une impossibilité à généraliser le modèle qui est basé sur la prédation, une prédation, et dans laquelle on a donné à l'argent, c'est-à-dire au lucre, la pleine puissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui domine la communauté humaine tout entière? C'est le lucre, l'argent. Et quand vous avez de l'argent, eh ben vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même confisquer à l'humanité les biens qui reviennent légitimement. Ça vous donne ce droit-là. Alors qu'en fait, il devrait y avoir des lois disant le bien commun est inaliénable, il ne peut pas être capitalisé par qui que ce soit parce que c'est le bien commun. Donc on est dans cette logique de l'accaparement et de la prédation qui aboutit à quoi? 1/5 de la population du monde, donc dans cette prospérité, consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète. Ce qui fait que vous avez comme ça une asymétrie entre une minorité qui concentre entre ses mains les biens à travers l'argent et une grande majorité qui n'arrive pas à suivre parce qu'elle ne peut pas. Elle reste indigente en quelque sorte. Donc quand vous avez cela, ça pose le grand problème, y a-t-il possibilité de rentrer dans une forme d'équilibre qui partirait sur la générosité et sur la répartition des ressources afin que toute l'humanité puisse bénéficier du progrès. Et puisse bénéficier du progrès non pas à travers seulement la question de l'avoir, mais aussi à travers l'équité. C'est-à-dire une humanité qui prendrait conscience de son inconscience et qui aboutirait à reconnaître que la première chose qu'il faut faire aujourd'hui sur cette planète, c'est quand même l'équité et le partage des ressources, sans lesquelles, évidemment, on produit des frustrations. Et ensuite, on est tout étonné qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait de la violence, parce qu'il y a une frustration qui n'est pas résolue. Une fois qu'on a posé toutes ces choses-là, on se dit, mais finalement, est-ce que même la prospérité produit quoi? La prospérité produit du toujours plus indéfini. Et la logique vous dit, il faut la croissance économique indéfinie parce qu'il faut du toujours plus indéfini. Et donc vous avez une population
qui est pourvu, pourvu de tout, même au-delà de toutes les nécessités, puisque les déchets et le rebut rentrent dans le système de cette boulimie et cette insatiabilité, sauf que les populations qui bénéficient de cette boulimie et qui sont dans cette insatiabilité ne sont pas heureux, et qui sont obligés de consommer des anxiolytiques en grande quantité pour avoir l'impression d'être heureux. Ce qui fait que nous avons manqué en quelque sorte une façon de faire qui aurait abouti à la fois à avoir de la prospérité pour tous, mais à la fois d'être heureux. Voilà. Et quand vous avez vu tout cela, donc cette évolution générale d'une humanité sur la planète, vous vous dites, mais finalement, cette croissance économique aboutit à donner aux individus le sentiment du manque. Toujours le manque, il me manque, il me manque, il me manque, il me manque. Voilà. Et donc du coup, compenser le manque en permanence. Ce qui fait que voilà l'individu piégé à n'être jamais satisfait. Et n'étant pas jamais satisfait, il est insatiable. Et l'insatiabilité fait tourner la machine dite soi-disant économique, parce que nous allons bien au-delà de la nécessité qui est satisfaite et auquel on a répondu au niveau d'une fraction de l'humanité, au détriment de l'autre humanité qui, elle, est dans l'indigence de plus en plus grande. Il paraît que j'ai demandé à mon ami Ziegler par téléphone, puisqu'il est dans des instances internationales, la question de la faim dans le monde, et je lui ai demandé les enfants, qu'en est-il des enfants? Il m'a dit une chose qui m'a abasourdi et j'ai eu même du mal à la comprendre, c'est que toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Ce qui veut dire que ces enfants qui meurent de faim n'ont pas accès au bien commun. Ils sont exclus du bien commun. Maintenant, beaucoup de gens invoquent la démographie pour dire s'il y a la faim dans le monde, c'est pas à cause du surnombre des êtres humains. Moi, je n'admets pas du tout cette chose, parce que c'est simple, c'est pas que la planète n'est pas capable de produire suffisamment pour tout le monde, c'est qu'en fait la gestion et l'accaparement des ressources planétaires sont faites par une minorité. Quand je suis quelqu'un qui est dans la nature, proche de la nature, et je reste un jardinier, un cultivateur, parce que j'ai dit que mon approche de la terre, c'est-à-dire cultiver mon jardin, n'est pas négociable. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout renoncer à cela. Pourquoi? Parce que c'est magique, c'est extraordinaire. Et vous prenez un seul grain de blé, ou n'importe quelle autre graine, et vous méditez dessus, et vous vous rendez compte que cette graine est d'une puissance absolument incroyable. Vous semez ce grain de blé, il va vous donner 4-5 épis, mettons, et ça c'est le minimum. Chaque épi, il y a à peu près 40 graines. Vous voyez la capacité de démultiplication de la nourriture, par exemple, sur la planète. Il n'y a aucun problème. Même l'Afrique, par exemple, quand on regarde l'Afrique, on regarde avec une certaine condescendance, comme si c'était un continent pauvre. Et on oublie complètement que c'est un continent immensément riche. Mais il est d'une part mal géré, d'autre part il est pillé, et troisièmement, les populations qui y vivent ne sont pas animées de façon à répondre directement à leur alimentation, parce qu'il y a des conventions, par exemple internationales, sur le problème de la concentration de certaines productions faites par les Africains, avec la complicité de leur chef d'État et évidemment la connivence avec tout autre pays qui achète les matières premières. Donc voilà un continent qui peut parfaitement répondre entièrement à ces nécessités, je peux l'affirmer, mais qui n'y répond pas.
Donc ça ne veut pas dire que la nature est défaillante, ça ne veut pas dire que c'est une question de démographie pour le moment. Pour autant, je ne suis pas pour la prolifération humaine indéfinie, bien entendu. Et donc nous voilà avec deux destins, le destin des hyper prospères et le destin de ceux qui sont dans la précarité moyenne, encore plus basse, et puis finalement la précarité qui fait que l'accès même à la nourriture qui permet de survivre, cet accès à la nourriture n'est pas possible. Alors si on dit que c'est une fatalité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une fatalité. Alors si je reviens à mon itinéraire personnel, parce que je suis là pour témoigner, je ne suis pas là pour vous faire un cours magistral, c'est simplement témoigner. Voilà, la vie peut être autrement. Nous-mêmes, nés dans le désert du Sahara, de double culture, arrivés à Paris pendant la guerre d'Algérie, dans l'impossibilité de choisir mon camp, parce que j'aimais mes parents européens comme j'aimais ma famille traditionnelle, et puis en plus j'étais complètement bouleversé par ces confrontations qui n'avaient pas de sens pour moi. Donc je n'ai pas pris parti en quelque sorte, et à un certain moment je suis parti en disant il faut que j'arrive à inscrire mon destin quelque part. C'est moi ce qui s'est passé. C'est que quand j'étais à Oran, donc loin de mon pays natal, de mon désert, et bien à ce moment-là, avec ma famille d'adoption, je suis devenu chrétien. Et en devenant chrétien, je sais que je me suis exclu de ma famille traditionnelle musulmane. Et déjà, dès l'origine, je voyais cette dichotomie entre les deux cultures. Vous voyez, d'un côté, si vous abordez la question religieuse, dans l'islam, l'islam vous dit que Dieu est transcendant, n'a ni engendré, ni été engendré. Et quand ma famille chrétienne me parlait, ma mère notamment me parlait de sa religion, qui était la religion catholique, elle me disait que Dieu avait un fils, et ce fils s'appelait Jésus-Christ. Donc il y avait déjà contradiction entre les deux, très importante. D'un côté, on dit attention, le porc et le vin sont prohibés. Et de l'autre côté, quand j'étais dans ma famille française, ma mère étant bourguignonne, elle sifflait facilement sa bouteille de mercuré sans aucun problème. On se régalait avec du saucisson, du jambon, etc. Ce que repoussait évidemment l'autre partie, complètement opposé à cela. Et puis de fil en aiguille, donc le monde occidental, se considérant comme avancé, veut convertir tous les autres à la logique occidentale. Et du coup, l'idéologie se répand partout. Et comme je disais tout à l'heure, mes ancêtres, les Gaulois. Voilà. Donc si ce n'est pas une idéologie, c'est quoi? Et vous avez, dans le système moderne, vous avez une grande proclamation prométhéenne, c'est-à-dire vous allez voir ce que vous allez voir, l'être humain est plein d'astuces, il va inventer des tas de choses, c'est vrai, c'est vrai. Et vous allez voir que ces inventions vont libérer l'être humain. L'être humain va enfin être libéré. Sauf que quand vous examinez l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, vous êtes bien obligé de constater qu'il passe d'une incarcération à l'autre. De la maternelle à l'université, il est enfermé. Ensuite, il travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. Et comment on y va? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis on a la boîte où l'on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Si c'est un itinéraire libéré, alors c'est que j'ai mal compris. Voilà. Pendant ce temps-là, eh bien, pendant qu'on est dans cette besogne à produire du déchet et à élever le produit national brut dans un système concurrentiel international,
lequel système concurrentiel international a créé des nations. Ces nations qui ont un territoire à défendre. La défense du territoire amène les armements. Les armements sont justifiés parfaitement parce qu'il faut se défendre. Et on a ainsi un système humain complètement fragmenté. Et les humains, au lieu de s'entendre, de se rassembler et de créer une humanité unifiée, créent une humanité divisée. Et donc du coup, on consacre beaucoup plus de moyens aux machines à tuer, à toutes les technologies du meurtre, qu'à quelque chose qui aboutirait finalement à apaiser le monde parce qu'on répondrait aux besoins et on mettrait comme priorité le respect de la nature et évidemment la réponse qu'il faut donner aux êtres humains qui sont en marge de la société et qui souffrent de cette marginalité. Donc tout ça met en évidence une incohérence en quelque sorte. D'un côté, une grande aptitude technologique qui nous grise et de l'autre côté, un manque d'intelligence dans le mode d'organisation de cet ordre technologique. Je dis souvent, si il y a des extraterrestres avancés, ben, ils nous étudieraient, mais ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ont une planète magnifique, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est la détruire. Ils se détruisent entre eux, jamais la paix, leur planète est à la destruction. Et alors qu'en fait, ils n'ont pas compris. Alors pourquoi est-ce que nous sommes dans ce comportement? C'est parce que nous manquons d'intelligence. Si nous avions de l'intelligence, nous ne nous comporterions pas de cette façon. Alors on a confondu nos aptitudes qui sont extraordinaires en termes technologiques et encore, pour rester modeste, parce que c'est dans une phase, disons, des phénoménologiques particulières, avec l'intelligence qui devrait ordonner la vie de façon à ce que cette vie soit bonne à vivre. Au lieu de cela, ben, la vie devient infernale. Là, on arrive au monde et puis il faut des traversées de l'enfer constamment pour certains et pratiquement pour tout le monde. Et donc c'est un gâchis monstrueux que nous faisons de la vie parce que nous n'avons pas compris que cette vie est sacrée et qu'il faut la préserver. Alors se pose la question de pourquoi. Le pourquoi, la réponse ne peut pas être objective. C'est une question qui relève de la subjectivité. L'être humain, on voit l'enfant grandir, il est tout libéré, prêt à rire. C'est absolument magnifique. L'enfant que nous avons tous été peut passer comme ça d'un état de tristesse, il a encore les larmes, à un état de joie, parce que le jouet qu'on lui a confisqué, on lui redonne, la joie est immédiate. Tout de suite le contentement, immédiat. Et il ne continue pas à réfléchir, à laisser son mental encore tourner sur ce qui lui est arrivé. Il passe d'un état à un autre immédiatement. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on s'épanouit, enfin qu'on se développe, arrive une chose, c'est que nous savons que nous allons mourir. Alors, savoir que nous allons mourir, c'est quand même pas un scoop facile. J'ai pas besoin de vous dire que nous sommes tous inscrits. Là, ça se bouscule pas d'ailleurs pour ça. Et qu'aucun de nous n'est épargné, ne sera épargné. Alors, il est normal que ce savoir de notre finitude, des limites que nous avons dans notre vie planétaire, suscite la quête de la sécurité. La quête de la sécurité, elle prend une multitude de formes. Elle peut passer, et je suis très respectueux, disons, de ce que croient les uns et les autres. Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit qui puisse choquer qui que ce soit. Alors on va dans le monde métaphysique. D'accord, je vais mourir, mais je vais renaître. Je vais aller au paradis. Je vais me réincarner. Moi, j'avoue que j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Et est-ce qu'on va se réincarner, est-ce qu'on va renaître, etc. Ça relève de la foi, et je la respecte. Il y a des gens qui ont cette foi-là. Moi, j'ai eu la foi musulmane, la foi chrétienne, etc. J'ai vu les divergences qu'il y avait, et ça m'a amené à consulter les philosophes, c'est-à-dire
Le philosophe, c'est celui qui est censé avoir réfléchi, avoir médité sur la vie et qui a une réponse à nous donner. Alors j'aborde le monde des philosophes. Sauf qu'à un certain moment, je m'aperçois que les philosophes non plus ne s'entendent pas. Il y a des points de vue, mais il n'y a pas quelque chose qui fasse l'unanimité par rapport à la perception du monde et par rapport à la réponse que l'on peut donner sur la signification de la vie. Les multitudes de significations et chacun y va de sa philosophie. D'ailleurs, c'est allé tellement loin qu'évidemment, vous savez ce qu'a produit le marxisme sur la planète et que ça a énormément divisé l'humanité parce que comme les religions ont beaucoup divisé l'humanité, les philosophies ont divisé aussi l'humanité. Et on arrive au grand Socrate. Socrate, qu'est-ce qu'il dit ? D'ailleurs, c'est les grands débats, c'est-à-dire qu'il utilisait ce qu'on appelle la maïeutique, où il n'assénait pas des préceptes ou des principes, mais dans sa pratique, disons, dans sa façon d'aborder ces questions-là, il utilisait ce qu'on appelait la maïeutique, c'est-à-dire qu'il amenait l'individu à réfléchir par lui-même et ne pas être endoctriné. Parce que lui-même dit, écoutez, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et je ne pense pas qui que ce soit peut récuser cette chose-là. Bien sûr, on sait certaines choses qui sont du domaine élémentaire, du domaine de notre réalité tangible, on fait des miracles là-dessus, mais finalement, on se pose la question, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? Je ne sais pas si vous la posez, mais moi je me la pose. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a guère d'autres réponses pour moi, en tout cas, après avoir lu et relu, etc. Et j'en arrive toujours au point de départ, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas. Et du coup, aujourd'hui, ça amène à dire, bon, le fait du non-savoir, est-ce que le non-savoir a quelque chose de dynamique ou est-ce que le non-savoir est simplement la reconnaissance en quelque sorte de ce non-savoir, mais néanmoins, il y a une réalité tangible, et cette réalité tangible, je vais essayer de la prendre à bras le corps et de faire ce que je peux pour rendre hommage à la vie qui, elle, est malmenée par le genre humain, qui en fait a amené cet antagonisme, l'homme en lui-même contre l'homme contre les autres, les tribus, les idéologies, et un homme qui détruit la vie. Il détruit de plus en plus la vie parce que par aveuglement. Et tout le problème aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons prendre conscience de notre inconscience ? Si nous pensons que nous sommes conscients alors que nous sommes inconscients. Et c'est comment prendre conscience de notre inconscience pour enfin être éclairé et être éveillé à ce réel qui, lui, ne doit pas subir les contorsions ou les déformations des multitudes de pensées, mais qui doit être vu d'une façon très, très directe et très rationnelle. Alors si je continue, disons, mon propre itinéraire, c'est toujours, évidemment, du témoignage. Donc j'arrive à Paris, exclu de mes deux cultures. Et pourquoi exclu de mes deux cultures ? Parce que d'un côté, j'avais choisi le christianisme, ce qui m'a exclu de mon monde musulman. Je ne pouvais pas retourner dans mon monde musulman. Et à ce moment-là, on était au nord, à Oran. Et ma famille, disons la matrice qui m'a fait naître était dans le sud, au Sahara. Et j'ai suivi ma famille d'adoption. Au bout d'un moment, je suis séduit, je prends le christianisme, donc ce qui m'exclut complètement de ma famille traditionnelle. Et après, religieuse, et j'ai un conflit avec mon père d'adoption qui me met à la porte. Parce que c'était l'époque de l'effervescence, disons, ce conflit algérien où les Algériens voulaient leur indépendance, etc. Et on était en plein au cœur de ce conflit. Moi, je ne pouvais pas prendre position parce que je ne me sentais pas concerné, parce que, en fait, je ne me sentais ni du nord ni du sud. Je me sentais tout simplement un être humain qui a besoin de paix, pas plus que ça. Et être du nord ou du sud, être arabe ou pas arabe, ça ne me concernait pas du tout.
Donc j'ai émis une espèce de réserve et mon père d'adoption me met à la porte. Alors est-ce que c'est le signe en quelque sorte de quelque chose qui est lié directement à notre propre destin, ou en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et du coup je me suis trouvé dans une impasse, c'est-à-dire impossible de retourner dans ma famille traditionnelle et exclu de ma famille d'adoption. Et c'est comme ça que j'arrive à Paris pour essayer de gagner ma vie. Et à ce moment-là, je m'aperçois, je rentre de plus en plus dans la réalité du monde actuel, c'est-à-dire je vais chercher du travail et je trouve un travail dans une entreprise. Et dans cette entreprise, eh bien, on me dit, qu'est-ce que vous allez faire? J'avais été employé de banque pendant un certain temps, avec d'ailleurs mes chiffres étaient toujours faux, parce que c'était pas du tout mon truc. Et que vous savez que à la banque, quand vous avez fait, à l'époque il n'y avait pas les machines qu'il y a maintenant, hein, on faisait tout à la main, il faisait des calculs rapides, etc. Et on avait à la fin le bilan crédit-débit. Et il se trouve que le crédit-débit ne concordait jamais chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des centimes qui étaient perdus je ne sais pas où, qu'il fallait retrouver. Et le principe bancaire, c'est de ne pas quitter la banque avant d'avoir une balance parfaite entre crédit. Alors, mes supérieurs me maudissaient parce que je les faisais faire des heures supplémentaires pour retrouver les centimes perdus je ne sais pas où. Et c'était ça. Ma nature n'était pas conforme à cela. De même que dans ma scolarisation, quand par exemple on nous posait ce qu'on appelle des problèmes. Voilà. Alors il fallait résoudre des problèmes. Une ménagère va au marché, elle veut acheter des œufs, compte tenu qu'un œuf vaut tant, elle en prend 10, combien elle doit payer? Eh bien j'avais un défaut, c'est que je voyais la ménagère avec sa robe à fleurs, son machin, l'ambiance du marché, le toit, c'est-à-dire je partais en poétique. C'était ça ma nature. Et le problème était raconté pour moi comme un conte. Et j'exaspérais mes instituteurs qui me disaient, mais c'est quand même pas possible que tu ne comprennes pas. Compte tenu qu'un œuf ça vaut tant, tu n'as qu'à multiplier, tu trouveras le chiffre. Ah ben non, j'étais parti dans des considérations tout à fait. Et ça, c'est une question de nature. Voilà. Donc j'étais inadapté au système. Et quand j'arrive à Paris pour trouver du boulot, on me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, j'ai fait un peu l'employé de banque, j'ai fait un petit peu de prothèse dentaire. En fait, j'avais rien à exhumer, à mettre en avant qui allait me permettre véritablement d'avoir un statut dans l'entreprise, la région parisienne. Et donc, je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Mais en fait, l'OS, ouvrier spécialisé, c'est justement celui qui n'est spécialisé en rien. Rien du tout. Voilà. Alors, c'est pour ne pas nous vexer qu'on nous disait, ouvrier spécialisé, mais on se demandait en quoi on était spécialisé. On était les hommes à tout faire, c'est tout. Il n'y avait pas de spécialisation. Mais enfin, c'était très gentil de nous appeler ouvrier spécialisé. Voilà. Et donc, comme j'étais toujours dans cette observation de la condition humaine, j'observe la condition humaine dans cette entreprise. Et je m'aperçois qu'il y avait quelque chose, à tort ou à raison, qui faisait que nous étions là à besogner toute la journée contre un salaire. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est troquer toute mon existence contre un salaire, en attendant la retraite pour aller, etc. Et à partir de ce moment-là, ça m'a paru absurde de troquer ma vie entière en échange d'un salaire. Et je considérais ça à tort ou à raison. Vous n'êtes pas obligé du tout de l'admettre ou d'adhérer à ce que je dis. Moi, j'ai ressenti quelque chose comme un asservissement. Je me sentais asservi et donc une vie confisquée sous le prétexte qu'il faut, pour vivre, il faut que j'ai un salaire, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée donc cette protestation.
je n'ai pas envie de troquer toute mon existence contre un salaire. Il y a peut-être quelque chose à vivre d'autre, et non pas ce métro boulot dodo que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, avec l'absurdité de savoir finalement, mais ça me mène à quoi? Est-ce que ça amène un déploiement de moi-même, un accomplissement? Est-ce qu'on est dans une... Et dans le même établissement, je rencontre une jeune fille, on a eu les mêmes idées, et puis on a décidé de retourner à la Terre. C'était en 1961. Retourner à la Terre, d'accord. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que dans cette incarcération, que je ressentais à tort comme une incarcération, c'est-à-dire une sorte de privation de ce que la nature nous donne gratuitement, sans qu'il y ait besoin d'argent. La beauté de la nature, elle ne demande pas « payez-moi », elle est belle, et on se reconnaît petit à petit dans ce lien de la nature, avec la nature. Bien plus tard, je m'aperçois finalement que cette attirance vers la nature, ben, il fallait aussi qu'elle se fasse à travers une activité vivrière qui puisse permettre de vivre. Et c'est comme ça que le choix de l'agriculture a été fait. Et je rentre dans le monde de l'agriculture, donc dans ce monde que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qui apparaît immédiatement? C'est que l'agriculture fonctionnait avec de la matière toxique. Les engrais qu'on met dans le sol, ensuite la plante qui pousse déséquilibrée, elle est malade, on va chercher des pesticides, elle est attaquée par des ravageurs, etc. Tout le système que nous connaissons aujourd'hui, ça a été la grande question. Est-ce que nous devons à tout prix agresser la terre pour pouvoir survivre? C'est-à-dire détruire ce à quoi nous devons la vie. Et ça a été une grande question pour moi, et je me suis dit, si l'agriculture c'est ça, eh ben je vais abandonner. Je ne rentrerai pas dans ce chemin. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait quand même possibilité d'aborder la terre et la gestion de la terre sur d'autres bases que les bases simplement j'apporte des engrais ou des pesticides et je produis la nourriture, mais j'ai détruit. Et cette nourriture qui finalement est issue de plantes qui n'ont pas bénéficié de la vitalité du sol, parce que la terre, c'est vivant. Voilà, quand vous faites des coupes, la terre, vous l'analysez, vous allez au laboratoire pour dire qu'est-ce qu'il y a, ben vous trouvez des bactéries, des vers de terre, des insectes multiples, et cette terre, elle est vivante. Elle est vraiment vivante, et elle a une vie à part entière. Et c'est parce qu'elle est vivante qu'elle est capable, quand vous avez mis la graine dans le sol, elle va s'épanouir, ce qui est déjà magique, et quand elle va pousser ses racines, elle va prélever les substances vivantes qu'il y a dans la terre, et elle va se nourrir de ces substances vivantes. Et du coup, elle va grandir, et quand elle a émergé, elle va se connecter aux énergies cosmiques qui sont une réalité absolue. Ces énergies cosmiques, on ne peut pas nier par exemple la valeur du soleil. Personne ne peut dire que le soleil n'est pas une énergie. Il est l'énergie, l'une des énergies absolument fondamentales. Mais il y a aussi des énergies invisibles. Et en même temps, la plante prélève des substances dans la terre, elle s'édifie, et comme elle s'édifie avec des substances nobles et complémentaires, elle a une capacité de captation des énergies cosmiques, célestes, le soleil bien entendu, mais nous on va j'apprends qu'on peut aller disons à la lune, et tout le système céleste en quelque sorte est énergétique, et la plante bénéficie de cette énergie. Et grâce à ça, ben, elle se développe en harmonie, en substance et en énergie. Mais pour cela, ben, il faut une agriculture qui ne soit pas simplement apporter des substances chimiques, mais rentrer dans le cycle de l'ordre normal de l'existence, dans lequel la terre, le végétal, l'être humain et l'animal sont reliés. Et quand on a compris cela, l'activité agricole, l'activité paysanne,
eh bien elle prend en compte cette logique-là. Et elle rentre dans cette logique-là. Et ça n'est pas simplement amener des substances. Donc à partir de là, ça devient vraiment exaltant, puisque dans le rapport terre, végétal, animal, être humain, il y a aussi l'introduction de l'énergie chaleur, de l'air, de l'eau, et tous ces éléments constituent une logique de la vie qui est absolument magnifique et extraordinaire, où tous les éléments sont interdépendants et donnent la dynamique de la vie. Et c'est comme ça que j'abandonne donc la logique simplement de la restitution minérale avec les substances chimiques, mais on rentre dans l'ordre de la vie. Et comment se fait cet ordre? La plante pousse, par exemple, un arbre de la forêt, il pousse, grâce évidemment à la substance de la terre et grâce à l'énergie cosmique, et puis il va se développer. Et en se développant, l'arbre, l'automne, les feuilles tombent au sol. Et quand elles tombent au sol, elles rentrent dans un processus de transformation qui donne un élément fondamental et qui est l'élément de la relance de la vie qu'on appelle l'humus. C'est ce qui sent bon quand on rentre dans les... Eh bien, l'agriculture écologique prend en compte et essaye de rentrer dans cette logique-là. Et en pratique, vous prenez les déchets de la ferme, vous les compostez, vous les transformez par une fermentation dite aérobie, et cette fermentation aboutit à construire, à produire un pré-humus, et c'est ce pré-humus que vous mettez dans la terre, et là vous avez un concentré très important de bactéries. Vous suscitez une dynamique du sol par les vers de terre, par toutes ces choses-là, et vous redonnez à la terre donc cette dynamique. Voilà ce que j'ai pratiqué, je veux dire, je ne suis pas dans les théories générales. Et ce que j'ai observé, et là je vais revenir, disons, à la thématique de la sobriété, dans le sens où quand il a fallu trouver un lieu où nous installer, nous n'avions pas le premier centime. Il a fallu passer par essayer d'avoir un emprunt au Crédit Agricole, lequel Crédit Agricole nous dit est-ce que vous savez faire de l'agriculture? On a été obligé de dire non. Et ce qui était tout à fait logique. Donc allez apprendre et on discutera après, ce qui était tout à fait logique. Pour pouvoir discuter avec le Crédit Agricole et pour être reçu par la banque, eh bien, il a fallu que je fasse 3 ans de pratique agricole en tant qu'ouvrier. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'agriculture dite moderne avec la chimie. Et j'ai obtenu une espèce de un brevet d'apprentissage agricole, BAA. Et comme ça, j'ai pu présenter un dossier au Crédit Agricole pour obtenir un prêt. Donc, bravo, vous avez fait votre diplôme, vous avez fait vos 3 ans, donc votre dossier est recevable. On va vous prêter. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé un lieu? Je dis oui, j'ai cherché et j'en ai trouvé un. On a trouvé un. Alors, vous pouvez nous faire la description? Je dis oui, je fais la description. Il me demande, est-ce que c'est une terre fertile? Ben non, pas tellement, parce qu'il y a plein de cailloux. Plein de cailloux. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ben, il n'y a pas beaucoup d'eau. Électricité, il n'y en a pas. Téléphone, il n'y en a pas. Et le chemin à peine praticable pour arriver chez nous. Et je vois le préposé avec des yeux comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé? Je veux dire, alors, comment est-ce que je pouvais dire au préposé, qui était un brave type, qui voulait que du bien, qui voulait nous aider, on devait faire un emprunt sur 20 ans à 2 ou 3%. Donc lui était tout à fait disposé à nous aider, mais pas dans ces conditions-là. Alors on a insisté pour dire, écoutez, c'est là que nous voulons nous installer. Et petit à petit, il comprend que nous voulons nous installer. Pourquoi? Parce que c'est beau. Voilà, un lieu qui est très beau. Ensuite, sobriété.
On a une trentaine de bêtes, de chèvres, parce que le lieu se prêtait à l'élevage de chèvres. Le biotope était très, très adapté à cela. Et on finit par avoir notre prêt, d'acheter la maison qui est à réparer, etc. Et on a nos chèvres. Et on vient examiner le lieu en disant, mais vous savez, vous ne voulez que 30 chèvres? Bah oui. Mais ici, monsieur, vous pouvez doubler votre cheptel, vous allez avoir le double, même si vous voulez, parce que vous avez de l'espace et tout ira bien. Et alors, c'est là qu'arrive la question de sa sobriété en disant, non, avec 30 chèvres, il y a largement assez. Et par ailleurs, eh bien, nous allons pratiquer l'agriculture écologique en matière d'arboriculture, en matière de jardinage, en matière et tout ça, les compliments. Nous ne sommes pas maladroits de nos mains, donc on va réparer la maison. Et c'est comme ça, un sénateur intervient, qui nous avait pris un peu sous son aile et dit au Crédit Agricole qu'il ne voulait pas nous prêter, en nous disant on ne veut pas vous aider à vous suicider. Finalement, on finit par avoir ce prêt et nous installons sur ce lieu. Et c'est comme ça que dans cette, disons, approche à la fois écologique, à la fois humaine, avec la sobriété comme une valeur forte, c'est-à-dire l'autolimitation, de façon à ne pas aller au-delà d'un certain seuil qui fait que votre structure se retourne contre vous, endettement chronique, etc. Donc, dès le début, c'était ça. Et si je parle de sobriété heureuse, c'est bien parce que le choix a été fait dès le début. Et le fait de limiter, d'une sorte d'autolimitation, laisser de l'espace pour autre chose. Dans la famille, nous sommes tous musiciens. Et on a pu pratiquer la musique. Moi, la littérature, c'est comme ça que j'ai pu faire de la littérature. Mais si j'avais été pris dans un pénitencier où je vais travailler du matin au soir et être dans cette espèce de frénésie qui malheureusement affecte beaucoup même de mes amis exploitants agricoles, dans cette frénésie où on produit, on emprunte parce qu'il faut changer le tracteur, etc. Et on rentre dans un système complètement aliénant. Donc pour nous, la sobriété, c'était éviter de rentrer dans ce système-là. Alors on nous donne notre chance quand même, et puis petit à petit, on s'installe, on rentre dans le système de la valorisation du produit de base, c'est-à-dire que les chèvres donnent du lait, je plante des arbres, etc. Je crée le jardin, et Michel se montre absolument remarquable dans la production de fromage de chèvre. Les fromages de chèvre de Madame Raby étaient réputés. Voilà. Donc elle fait ces magnifiques fromages, et au-delà de l'acte commerçant, c'est-à-dire de partir au Vence, pas loin le premier bourg important à côté de chez nous, tous les samedis, il y a le marché, et tous les samedis, j'étais sur le marché pour vendre mes fromages. Et les fromages étaient tellement bons à cause du biotope et à cause du travail remarquable de Michel, eh bien, on s'est fait une clientèle très, très, très importante. D'autant plus que les substances que les chèvres mangeaient dans ce biotope étaient des substances nobles. Et du coup, ça a généré quoi? Ça a généré, c'est devenu un acte social, et ça a généré toute une amitié avec nos clients. Nos clients sont devenus des amis. Et pendant que je vendais mes fromages, on échangeait, on discutait. Donc l'acte marchand à l'acte marchand s'ajoutait l'acte convivial, c'est-à-dire cette convivialité construite à partir d'un simple acte marchand. Et c'est pas simplement vendre et c'est tout. C'est aussi comment avoir un rapport social chaleureux avec les gens qui nous faisaient confiance et qui achetaient nos fromages. Et bien ça, c'est dû au choix de la sobriété. Parce que si nous étions passés dans autre chose, ça aurait été l'obsession de la productivité. Et cette obsession de la productivité nous privait en quelque sorte de ce plus merveilleux qui est l'acte gratuit, l'acte convivial, l'exercice de l'amitié, de la confiance, tous ces éléments-là que malheureusement la société d'aujourd'hui, par la rationalité, a éliminés. Donc on voulait reconquérir tout ça.
Et ça a très bien marché. Et puis on arrive à un moment où je suis très préoccupé. Je fais partie d'une association qui s'appelait le CRIAD, Centre de Relations Internationales entre Agriculteurs pour le Développement, qui s'intéressait au rapport Nord-Sud. Donc je fais partie de ces paysans rhône-alpins. Et en 81, suite à toute l'expérience que j'avais acquise en matière de gestion du sol et de fertilisation organique des sols, etc., je me trouve invité au Burkina Faso. Et là, j'expose aux Burkinabés, dans les institutions officielles, ce que signifiait l'agriculture écologique. Et à ce moment-là, ils disent, mais nous, ça nous arrangerait de l'appliquer. J'ai dit d'accord. Il se trouve que l'hiver, c'est la saison morte chez nous. Et l'hiver, je peux me rendre au Burkina Faso pour enseigner et pour transmettre l'agriculture écologique aux paysans. Et alors très rapidement, on apprend aux paysans à gérer un sol, à gérer la matière organique, à fertiliser par la matière organique, et les résultats deviennent probants, absolument probants. En plus, les paysans sont libérés, et là aussi on revient à quelque chose qui a trait à une forme de sobriété, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser d'engrais chimiques. Et vous savez que pour produire à peu près une tonne d'engrais chimiques, il faut à peu près 2,5 tonnes à 3 tonnes de pétrole. Le pétrole étant indexé sur le dollar, eh bien, tout paysan qui passe par la filière, disons, d'une agronomie chimique, donne son argent aux multinationales, puisque le pays ne peut pas produire cela. Deuxièmement, on met en évidence le fait que, par cette approche et ces techniques, les sols se modifient. Donc la production augmente. On lutte, l'agroécologie rentre dans le principe de lutte contre l'érosion et la désertification. Alors comment on lutte contre la désertification? C'est parce qu'en fait il y a des pratiques, si vous voulez, locales qui font que les paysans, compte tenu de la concentration, qu'on pourrait dire, des villes, enfin on parle de villes mais c'est un euphémisme, ce sont des concentrations humaines importantes. Ces concentrations humaines sont dues au fait que certains paysans rentrés dans le processus de production exportable se sont littéralement ruinés, puisqu'on leur a dit, pour pouvoir produire vos produits, il faut utiliser des engrais. Et le paysan qui n'a pas un centime dit, moi je n'ai pas d'argent. Donc c'est pas grave, on t'avance les engrais, tu cultives, tu récoltes, et quand tu as récolté, tu amènes la production à la coopérative, et la coopérative va acheter, va t'acheter ta production, et elle te remettra ce qui te revient, déduction faite des engrais qu'on t'a avancés. Ce qui fait que le terme des échanges est immédiatement compliqué pour le paysan, et il se trouve dans l'impossibilité de rembourser tous les intrants qu'on lui a avancés, donc il s'appauvrit. Et cet appauvrissement, dû au fait qu'on a poussé les paysans à être plutôt dans la culture d'exportation plutôt que dans les cultures vivrières de survie, eh bien, produit un appauvrissement et une migration importante vers les villes. Donc les villes grandissent, on peut appeler ça des villes, mais enfin ce sont des sortes de rassemblements ou d'agglomérations informelles dans lesquelles les gens viennent se réfugier dans ces espèces de structures mégapoles qui grossissent et grossissent et grossissent de plus en plus. Donc du coup, la désertification s'accentue. Vous avez les villes, et ces villes grossissant, il y a besoin quand même de combustible. Et bien on déboise. C'est-à-dire qu'on commence à couper dans la brousse. Le bois, des charrettes de bois continuent, viennent livrer aux villes le bois qu'on a coupé, et qui sont le résultat de déboisement. La deuxième tare, c'est que le paysan, pour compenser le manque, il est pasteur, il a de plus en plus d'animaux. Ces animaux interviennent dans la dégradation du milieu lui-même, c'est-à-dire du biotope, parce qu'ils sont en excès, l'excès d'animaux. Et la fâcheuse
habitude, quand on veut défricher, on met le feu. Donc voilà 3 pratiques très négatives pour le milieu. Donc le paysan, et je ne suis pas loin de la sobriété, c'est-à-dire que je suis dans le système dans lequel soit on rentre dans, on veut de plus en plus d'argent et donc de plus en plus de rentabilité, ou alors on est dans le système qui était très simple, qui est se nourrir directement par les produits et non pas vendre et racheter des produits dont on a besoin. C'est ce qui se passe partout. Et ces pratiques-là sont extrêmement négatives pour le milieu. Parce que quand vous avez... l'espace est dénudé. Quand l'espace est dénudé, eh bien, vous avez... Si vous voyez ça par avion, vous avez une superficie à coloration claire. Cette coloration claire fait que le rayonnement solaire, au lieu de pénétrer quand il y a de la végétation et être capté par la végétation à coloration sombre, et réfléchi dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe et ça produit un manque de condensation. Et le désert n'arrête pas de progresser. Il n'y a pas condensation, donc les pluies se raréfient et tombent de moins en moins. Et quand les pluies, par hasard, il y a une conjonction météorologique qui est favorable à des pluies, ces pluies sont très violentes. Et elles tombent violemment. Et tombant violemment sur le sol, elles provoquent l'érosion. C'est-à-dire que l'eau s'en va en emportant la terre. Et du coup, vous avez une désertification de la phase de zone semi-aride, vous allez vers des zones arides et vers des zones complètement désertifiées. Donc vous voyez les conséquences à échelle, par le fait que les pratiques qui amènent à cet excès ne sont pas des pratiques sobres, ce sont des pratiques de production exportables pour produire des devises pour les États. Et donc vous voilà dans une situation terriblement négative par l'érosion des sols. Et à ce moment-là, l'agroécologie intervient pas seulement sur faire du compost, produire, mais elle intervient aussi sur des pratiques de lutte contre l'érosion. Je ne vais pas vous faire tout un cours, il y a ce qu'on appelle les demi-lunes, il y a ce qu'on appelle les diguettes, qui sont des aménagements que le paysan fait avec des bourrelets qui retiennent l'eau quand elle tombe, au lieu de partir, elle s'infiltre, les nappes phréatiques sont reconstituées, etc. Et c'est ça, l'agroécologie. Et je prétends aujourd'hui, parce qu'elle a été beaucoup controversée, que c'est la seule façon d'aider les populations actuellement en difficulté de leur propre survie, c'est l'agroécologie. Et c'est de plus en plus reconnu. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé « L'offrande au crépuscule », qui a été publié par l'Harmattan et qui a reçu le premier prix du ministère de l'Agriculture en 89, je crois. Voilà. Donc ce que je dis là, ce ne sont pas simplement des théories générales, puisque l'expérience, si vous voulez, directe d'une pratique qui est absolument concrète, aboutit à quoi? Aboutit à démontrer qu'une autre façon de faire les choses peut modifier énormément les choses. Donc après toutes ces choses-là, la création du premier centre de formation à l'agroécologie au nord du Burkina Faso, qui a enseigné à nombreux paysans l'agriculture écologique, des paysans qui étaient délégués par leurs différents villages, qui venaient à Gorom Gorom au nord du Burkina Faso, c'est-à-dire en zone aride, et un lieu qui s'appelait Gorom Gorom, Dori, comme peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui connaissent. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons fait dans ce lieu? C'est-à-dire qu'on a associé à une structure de tourisme, d'accueil touristique, une structure de formation des paysans. Et c'était avec le Point Mulhouse, l'association de Point Mulhouse, qui était devenue une compagnie aérienne et qui ne demandait pas de retour financier. Donc le scénario était le suivant: les gens venaient d'Europe ou d'ailleurs, montaient à Gorom Gorom pour passer un séjour en pleine zone semi-aride,
Et ils laissaient de l'argent, et c'est par les services qu'on leur donnait, une espèce d'hôtellerie qu'on leur donnait, et puis l'argent qu'ils laissaient, eh bien, aider les paysans, et nous aider à former les paysans sur ma proposition qui est d'associer à une structure d'accueil, une structure de formation paysanne, des paysans. Et c'est ainsi que les gens qui venaient nous voir savaient que l'argent qu'ils nous laissaient, il était destiné véritablement à aider les paysans, mais pas à être investi pour produire des dividendes. Voilà. Et cet équilibre a été extraordinaire. Et les gens venaient parce qu'il y avait une philosophie, parce qu'il y avait aussi le témoignage de ces gens qui sont des gens modestes, mais qui ont leur propre organisation de la vie. Pour se rendre à Gorom, ben, c'était très difficile parce qu'il fallait atterrir à Ouagadougou, pour ceux qui connaissent, et ensuite il fallait faire 350 km. Et pour faire ces 350 km, il fallait à peu près 9 heures. Ça vous donne une idée. Alors il y avait les 4x4, les choses comme ça, puis il y avait un petit avion que les Africains ont baptisé Air Peut-être. Donc avec ça, vous êtes tranquille. Et donc malgré toutes ces choses-là, ben, il y a eu cette promotion en quelque sorte d'une logique, et d'une logique agronomique, d'une logique sociale, d'une logique de développement. Et le livre avec lequel j'ai relaté cette logique-là, ben, je l'ai dédié aux femmes, parce que je me suis rendu compte, encore hier on me demandait de parler du féminin, parce que j'ai constaté que dans ces situations de survie, les femmes sont formidables. Elles ont cette énergie de survie. Les hommes s'enfuient parfois parce que le problème les dépasse. Les femmes restent là. Et c'est les femmes qui aujourd'hui encore entretiennent. C'est elles, en fait, à laquelle les Africains, comme dans d'autres pays, il n'y a pas que là-bas, doivent la survie. Seulement, elles sont occultées. Elles ne sont pas mises en valeur. Elles sont dans les coulisses et occultées, alors que c'est elles qui sont en fait la puissance. La puissance discrète, la puissance reléguée, mais la véritable puissance. Donc cette expérience a amené à dire la démarche générale, elle est sociologique, elle est écologique, elle est économique, elle est politique quelque part. Et je suis convoqué, comme je l'ai dit, par Thomas Sankara, président du Burkina Faso, qui me charge d'une réforme agraire destinée à répandre l'agroécologie comme la meilleure réponse à la précarité. Et vous savez ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a été assassiné, et du coup les choses sont... Mais Sankara était totalement accessible à cette notion de sobriété, parce qu'il avait bien compris que le toujours plus indéfini entraînait dans ce pays à une productivité qui allait dépasser les nécessités pour rentrer dans le domaine de la spoliation par accaparement du système et du profit. Voilà. Cette expérience a pris beaucoup d'ampleur. Je suis retourné en Afrique il y a juste quelques temps, et elle a pris beaucoup d'ampleur. Et c'est à cette échelle-là, ce qu'on pourrait appeler la sobriété intervient pour limiter en quelque sorte l'aliénation. C'est-à-dire qu'on reste dans un secteur dans lequel on ne va pas vers l'aliénation. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'agriculture, notamment française ou européenne, c'est que la demande permanente du toujours plus, dans lequel s'inscrit la logique du monde d'aujourd'hui, par la notion de croissance économique indéfinie, par l'histoire du PIB, du PNB concurrentiel, et qui est l'indicateur en quelque sorte de la prospérité. L'indication de la prospérité par le PIB n'est pas juste, parce qu'il y a le formel qui est évidemment représenté par l'argent, et il y a l'informel. Ou alors, c'est là où nous sommes dans une logique un peu ambiguë, dans le sens où on pourrait, soit on dit la nation agrandit son produit national brut, mais elle intègre l'informel,
ou alors la nation n'intègre que ce qui est commercialisable. C'est-à-dire que si un rapport financier fonctionne, ce qui n'a pas de rapport financier ne fonctionne pas. Or, combien d'actes faisons-nous qui sont dans l'informel, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés? Ou alors on choisit la logique nationale en disant toute action que l'on fait doit être rémunérée. Auquel cas, les femmes envoient leur facture à l'État. Je vous ai élevé tant d'enfants, vous me devez tant. Ça devrait être ça, logiquement. Eh bien non, ça rentre dans l'aspect informel, demeure acte économique, mais un acte qui est chargé et nimbé de valeur, de rapport avec à la vie, et non pas simplement l'argent qui vaut tant. Donc on est aujourd'hui de plus en plus on rentre dans un système qui ne peut plus assumer ses promesses. Et rentrant dans ce système qui ne peut plus assumer ses promesses, je ne vois pas trop comment on peut concilier le toujours plus indéfini avec la précarité en route, en marche. Je viens de publier un livre que j'ai intitulé « De la puissance de la modération ». La modération comme élément puissance. Et on peut parfaitement fonder une civilisation sur cette notion de modération. Et à ce moment-là, on est libéré de tout le superflu qui est énorme. Dans le métabolisme général des sociétés aujourd'hui, il y a 30 dites prospères, regardez la quantité de déchets. Combien de choses nous fabriquons qui sont inutiles. Et il y a des pléthores de tout, de toutes sortes de choses. Il paraît qu'on évalue à peu près à 30 ou 40% ce que nous fabriquons pour rien, qui est du jetable. Entre les emballages, enfin toutes les choses superflues qui n'ont aucune valeur liée à la vie et qui prennent énormément d'énergie et de matière, et au détriment de l'aliénation. Et c'est pour ça que l'approche sobriété pour enfin être dans la joie de vivre me paraît très importante. Sinon, on est dans ce toujours plus indéfini, et ce toujours plus indéfini produit un individu qui n'est jamais satisfait, et l'insatiabilité, l'insatisfaction aboutit à n'avoir pas de joie. Elle est sans joie. Et aujourd'hui, ce qui manque le plus, le plaisir, on peut se l'offrir parce qu'on peut s'offrir des plaisirs. On peut avoir même un yacht ou un avion privé, mais j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des gens qui ont des yachts et qui ne sont pas plus avancés que les autres en termes de joie d'exister. Alors pourquoi je vais chez des gens qui sont dans la précarité et qui sont heureux et dans la légèreté, et pourquoi on vient chez des gens qui ont énormément et tout pour être heureux et qui ne le sont pas? Donc ça se pose en termes humains. Ça ne se pose pas en termes de statistiques ou disons d'approche économique, ça se pose vraiment en termes, l'être humain est-il capable d'avoir cette légèreté dans sa vie parce qu'il est modéré et parce que la sobriété répond à mes besoins. Quels sont les besoins fondamentaux? Se nourrir, se vêtir, s'abriter, se soigner ou être soigné. Voilà les 4, disons, nécessités absolues. Au-delà de ces nécessités absolues, on rentre dans le superflu. Je ne suis pas non plus ric-rac, pas de superflu. Il faut un peu de fantaisie. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le superflu prend tellement d'importance qu'il grève en quelque sorte l'économie elle-même. Et au lieu de répondre par la sobriété ou par la modération à tous les besoins de l'humanité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, eh bien on est dans le toujours plus indéfini, avec un être humain toujours manipulé pour être insatiable. Et on manipule l'être humain par la voie, on va dire, subliminale. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la logique. Moi j'ai une télévision mais vraiment pour me distraire, c'est tout. Je ne rentre pas dans les problèmes de l'humanité, c'est bien assez, je suis sursaturé par ces problèmes. Donc quand je me mets devant ma télévision, je regarde un film qui me distrait, c'est tout. Et quelquefois c'est tellement un navet que mes enfants sont complètement atterrés de voir leur père regarder un navet de cette sorte.
Parce que je relâche complètement, je suis plus dans la tension du monde qui va pas bien, du machin comme ça. Souffler, voilà. Le problème, c'est que quand je veux voir mon film tranquille, il y a la publicité qui me dit mais tu es un pauvre type, tu n'as qu'une voiture comme ça, tu n'as pas assez, mais comment, tu n'as que ça, voilà. Et puis alors on rentre dans cette espèce de truc subliminal et je me sens humilié. C'est-à-dire on veut me faire acheter des choses en me prenant pour un gamin. Alors qu'on peut parfaitement me dire, une chose elle vaut tant, elle a tel avantage, ça suffit. Mais regardez tout ce qu'on fait autour de Simagrée, on nous prend pour des cons. Voilà, moi je vois pas d'autre expression, vous voyez. Complètement. Et ça c'est humiliant. Nous sommes quand même des adultes capables de juger. Et Dieu sait que la femme, l'érotisme, tout ça rentre là-dedans et on manipule et on fait toutes ces choses-là. C'est abject, absolument abject. On pourrait parfaitement revenir simplement à nous prendre pour des adultes et à nous expliquer les choses très rationnellement et ça suffit largement. Alors là, on est rentré dans, là aussi, de l'insatiabilité. Et on est piégé par cette insatiabilité du toujours plus, indéfini, qui est totalement le contraire de la sobriété. Et c'est pour ça que la sobriété intervient en tant que régulateur et libérateur, de façon à ce que nous puissions avoir toute la frange d'activités, en plus des activités qui peuvent être des activités non rémunératrices, mais pour autant participent à la nourriture intérieure, à ce dont nous avons besoin dans notre intériorité, dans notre âme, dans notre esprit. Ben, tout cela, on en a besoin. Mais malheureusement, ça, c'est occulté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, disons, le divertissement prend une place énorme parce qu'il faut bien compenser ce que nous ne pouvons pas avoir naturellement par le divertissement qui finalement est une diversion. Parfois, c'est pas seulement un divertissement, c'est une diversion. Donc, étant dans cette insatiabilité intérieure, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas vivant, eh bien, on perd la joie. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je parlais de sobriété, à partir de la sobriété comme attitude sociale. Parce que c'est pas le tout de se plaindre des multinationales, mais les multinationales, nous les nourrissons tous les jours. Moi, le premier, quand je fais le plein de ma voiture, je donne bien mes sous aux multinationales. Donc ce retour à l'équilibre, c'est-à-dire à répondre à ses besoins, mais pour le plus grand nombre, me paraît être cette sobriété qui produit de la joie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, en termes non pas d'une théorie générale, mais de quelque chose dont nous avons fait nous-mêmes la base de notre propre existence. Alors il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui venait faire une enquête sur votre serviteur et il me pose des questions assez intelligentes, je réponds à ces questions intelligentes, etc. Et à un certain moment, je lui dis, mais vous savez, monsieur, je suis un milliardaire. Il me dit, ah bon? Je lui dis, mais regardez, j'ai un paysage magnifique, 17 clochers. Il y a le silence, écoutez, silence. Je suis dans le silence. L'air, je ne peux pas contrôler s'il est pur, mais enfin, je pense qu'il est pur. Regardez, mon jardin est beau, productif, etc. Donc moi, je considère comme un milliardaire. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La revue suivante, Pierre Rabhi en page, Pierre Rabhi, le milliardaire. Et je me suis dit, aïe, 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 si le fisc me tombe dessus... Ils ne savent pas que je suis milliardaire. Je ne suis pas milliardaire en argent, mais je suis milliardaire en biens nécessaires à la vie. Et la vie de tous. Et on ne se nourrit pas que de pain. On se nourrit aussi de tout ce qui nous est donné. C'est pour ça que la beauté, on a besoin de beauté. Aujourd'hui, on ne parle pas de beauté. Je dirais même l'écologie. L'écologie est à la dérive. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle jamais de beauté, l'écologie politique. J'ai des amis de l'écologie politique qui me disent, mais vous parlez que factuel.
Ne parlez jamais du fait que l'écologie, que la nature est belle et que cette beauté, nous avons besoin d'en être alimentés. Et elle est très, très importante pour notre promotion, pour notre accomplissement. D'être dans le beau, c'est magnifique, et le beau, il faut le protéger. Donc on n'est que dans le factuel, et même l'écologie reste dans cette espèce de factuel, au lieu d'aller vers cette nécessité absolue que l'être humain a d'admirer. Moi j'avais un jour écrit une espèce de poème sur la planète en disant, bon, la planète, c'est 4 ou 5 milliards d'années, je ne sais plus combien. Pendant tout ce temps-là, elle se prépare, bien sûr, elle a des convulsions, c'est pas facile tous les jours, comme pour un individu, elle a une individualité, elle passe par sa propre souffrance probablement, les éruptions volcaniques, etc., etc. Et elle s'organise, quand même, il y a un apaisement, et la vie s'installe, et elle est belle. Et cette planète Terre se dit, mais à quoi ça sert d'être belle s'il n'y a personne pour admirer? Donc elle aurait créé l'être humain pour l'admirer. Je crois qu'elle s'est gourée. Pour moi, c'était un peu mon délire. La planète a créé l'être humain pour que cet être humain puisse l'admirer et pour qu'elle soit contente de cette admiration, parce que l'admiration, c'est quelque chose d'intangible, c'est pas quelque chose de concret, c'est cette sensation que nous avons de la plénitude de la beauté et ce qui nous donne cette légèreté intérieure et cette nourriture intérieure dont nous avons le plus grand besoin. Et ce poème, je l'avais fait, bon, grand désarroi, la planète est malheureusement s'est gourée en créant l'être humain, parce que finalement cet être humain il l'a détruit au lieu de l'admirer. Et je crois que l'admiration est absolument indispensable. Donc à partir de là, vous vous dites, bon, la question de la sobriété, la question de la modération, enfin les bouquins vont sortir, un bouquin sur la puissance de la modération. Et aujourd'hui, nous sommes face à des échéances extrêmement graves. Et comment allons-nous construire le futur? Sur quelle base on va construire le futur? Je ne suis pas pour autant, il y a une petite anecdote une petite histoire, un pêcheur est là, il fait sécher ses filets, et il est là, tranquille. Passe un homme sérieux, qui le regarde sur la plage, sur la grève, et regarde et dit, monsieur, le bateau qui est là, c'est le vôtre? Oh, oui, il dit oui. Oh, mais il est petit. Eh bien oui, il est ce qu'il est. Et puis, vous pourriez quand même avoir un plus grand bateau. Et comme ça, vous pourrez pêcher plus de poissons. Et après, vous aurez pêché assez de poissons pour en acheter encore un plus grand. Et après, après, vous allez embaucher des gens, vous allez ramasser beaucoup plus, vous allez de plus en plus vous enrichir, etc. Et vous allez même avoir peut-être une flotte, etc. Et après, après vous vous reposerez. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, voilà une posture de sobriété, mais je ne donne pas de leçons. Ceux qui veulent gagner de l'argent, qui gagnent de l'argent. Moi j'ai des amis qui sont des gens charmants, qui ont gagné de l'argent. C'est comme ça qu'on a créé les Amanins, si vous connaissez, avec un monsieur qui avait gagné de l'argent, qui vient me voir, qui me dit, moi gagner de l'argent, je sais faire, sauf que moi je ne suis pas heureux. Voilà, ça ne m'a pas donné de bonheur. Certes, j'ai un bon compte en banque, j'ai des entreprises, j'ai tout ça, mais je ne suis pas bien. Je dis oui, mais moi, qu'est-ce que j'y peux? Pas rien. Il me dit, est-ce que nous ne pourrions pas faire quelque chose ensemble? Je dis, mais vous savez, si on doit réunir nos capitaux, ça sera vite fait. Ça sera vite fait. Non, l'argent je l'ai, il n'y a pas un problème, etc. Sauf que je suis pas bien, je gagne de l'argent, je sais faire, mais je suis vraiment pas bien. Est-ce que je pourrais pas consacrer cette capacité à gagner de l'argent à autre chose qu'à gagner de l'argent? Je dis, oui, peut-être. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Je dis, écoutez,
Aujourd'hui, je pense qu'il faut créer des lieux dans lesquels bien, on puisse créer des lieux qui seraient des lieux conviviaux, basés sur l'agriculture écologique, sur l'écologie, et les gens viendraient séjourner, puisque vous en avez les moyens. Moi, j'apporte en quelque sorte ce que je peux, avec mon savoir, ma renommée, etc. Vous apportez, on s'est vite tutoyé d'ailleurs, et toi tu apportes le capital, et on crée une structure. Et bien cette structure existe maintenant, puisque c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Amanins, dans la Drôme. Donc elle existe. Un jour, je reçois aussi la visite de moniales orthodoxes qui viennent me voir. On vient d'acheter un domaine de 60 hectares. Est-ce que vous pourriez nous suggérer comment nous pourrions le gérer? Je dis, bah oui, moi je peux bien vous aider à structurer, à essayer de mettre un projet sur cela. Et je suis devenu conseiller. Je dis, il faut faire de ce lieu un écosite. Elles produisent du vin. Le domaine produit du vin de très grande qualité. Elles ont fait du vin de très grande qualité. Donc la production de vin sera là. Mais en même temps, il faut en faire un écosite dans le respect de la nature. Ce que les religions n'ont pas suffisamment affirmé. Qu'il faut aller respecter la nature pour les créations de Dieu. Et je suis devenu leur conseiller, donc aujourd'hui existe le monastère orthodoxe de Solan, dans la Drôme, que vous pouvez visiter, dans le Gard, que vous pouvez visiter. Le problème de l'agriculture écologique, c'est que après Gorom Gorom, je me suis retrouvé en France, donc ne pouvant plus, assassinat de Sankara, retourner donc à Gorom Gorom, où eh bien, on a créé avec des amis Terre et Humanisme. Terre et Humanisme, c'est une structure ardéchoise qui aujourd'hui prodigue des formations en agroécologie. Nous avons des programmes internationaux. Nous formons des formateurs qui vont partout, comme des missionnaires, répandre l'agriculture écologique au plan international. Et en même temps, vous pouvez aller vous former, si vous voulez faire un jardin, vous allez à Terre Humaniste et on vous donne une formation de jardinier écologiste. J'avais parlé des oasis en tout lieu il y a très longtemps, où je disais finalement, compte tenu de la difficulté qu'il y a aujourd'hui, il faut peut-être qu'on multiplie les lieux dans lesquels se rassemblent des gens pour créer de la solidarité, de la réciprocité, pour disons, mutualiser les savoirs, les savoir-faire, parce que compte tenu de la dégradation aujourd'hui du système social, qui ressemble à une espèce de désertification, et on crée des oasis. Et j'ai eu la joie que c'est ma propre fille, Sophie, qui a créé la première oasis en Ardèche, que vous pouvez visiter aussi. Une vingtaine d'habitats, terre, paille, tout écologique, avec une école primaire, un collège, une soixantaine d'habitants, chacun chez soi, mais qui constituent une communauté solidaire, avec un rapport à la terre, rapport aux animaux, etc. Ça existe maintenant. Vous avez entendu parler du mouvement Colibri. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi le mouvement Colibri? Parce qu'à un certain moment, ce qui est arrivé, c'est que on est dans une difficulté dans laquelle on n'arrête pas de dire c'est la fatalité, j'y peux rien, c'est le gouvernement, c'est les multinationales, et toutes ces plaintes sont là. Et un jour, je lisais une revue, je ne me rappelle même plus laquelle, et il y avait un encadré qui parlait d'une espèce de légende amérindienne, et cette légende disait qu'un jour, il y a eu un incendie de forêt, tous les animaux atterrés, impuissants. Par contre, le colibri, ce tout petit oiseau, gracile comme ça, rapide et vif, lui, avec son long bec, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le brasier, il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière,
et il vient les jeter sur le feu, et il recommence, il s'active, il s'active, il s'active. À un moment, le tatou agacé lui dit, Colibri, tu penses quand même pas, avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux et il dit, je le sais, mais je fais ma part. Pour moi, ça a été le déclic, faire sa part. Et si nous faisons tous notre part, eh bien, je peux vous assurer que le monde peut changer très rapidement. Alors on fait ce qu'on peut, on peut faire ça, peu importe, mais on fait quelque chose, mais on ne se contente pas simplement de se lamenter sur le monde qui va mal. Donc agir. Vous savez que le problème des semences est aujourd'hui un problème crucial. Je ne sais pas si vous le savez, mais pratiquement 60% des semences que l'humanité a collectées et rassemblées depuis environ 10 à 12 000 ans ont disparu. C'est-à-dire ce patrimoine irremplaçable qui transmet la vie à travers les semences a déjà disparu. L'installation des OGM, Monsanto et compagnie, qui sont des criminels, littéralement des criminels, et qui en fait confisquent à l'humanité cette puissance de la semence transmissible de génération en génération pour les mettre en dépendance. Et Dieu sait qu'il y a eu dans le tiers-monde, en particulier en Inde, des gens qui ont essayé les OGM, ils ont cultivé ces OGM, ça a poussé la première année, presque spectaculaire, ils ont fait comme on fait habituellement, on prélève une partie de ce qu'on a récolté, dans ce qu'on a récolté, on ressème, ça pousse et ça ne donne plus rien. Donc il faut retourner à la source de nouveau, donc voilà une mise en dépendance terrifiante. Il y a un principe qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est que un hectare, une famille, un habitat. C'est-à-dire, peut-on créer des prototypes vivriers dans lesquels ceux qui sont dans cette aspiration puissent faire une expérimentation sur un hectare, je peux produire le maximum de ma nourriture. Et cet acte, comme l'acte du jardin, est un acte politique. C'est un acte où je dis, bon, reprendre son autonomie. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'autonomie. Et plus il y a d'autonomie, et plus on est résistant aux multinationales, et plus on est résistant à tout ce qui nous aliène et nous subordonne en nous rendant dépendants. Donc il faut, c'est pour ça que je dis, je l'ai peut-être dit parce que je radote parfois, que cultiver son jardin, c'est un acte politique. Et c'est un acte de résistance. Si vous pouvez cultiver votre jardin, faites-le. C'est pas simplement la production de légumes, bien sûr, de qualité, etc. Mais c'est aussi le fait de marquer le fait que nous devons reconquérir notre capacité à survivre par nous-mêmes et non pas déterminés par des firmes et des multinationales qui sont complètement immorales et qui sont en train de nous subordonner. Donc on ne peut pas rester comme ça, passif. On fait les choses. On vient dans le tiers-monde, évidemment je vous parle de tout ce que nous avons pu faire, mais il y a juste quelques mois, on a inauguré au Maroc le premier centre de formation à l'agroécologie marocain. Et qui est destiné à quoi? À la population des paysans marocains pour que leurs activités deviennent des activités qui sont constructives, qui leur permettent de répondre à leurs besoins et à leurs nécessités sans se ruiner avec des engrais et en même temps ils participent à la régénération du milieu naturel. Donc tout ça, ça existe maintenant. Et les oasis, maintenant, on dénombre à peu près 70 à 80 types d'oasis, avec une démultiplication qui va, on espère, grandir, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a exclusion dans les villes, perte de travail, chômage, etc., il faudra réorganiser des structures de survie. Et les oasis, pour nous, c'est les structures de survie où on mutualise les connaissances, les savoirs, les savoir-faire. Toutes ces actions sont aujourd'hui rentrent dans la même logique, et toutes ces structures rentrent aussi dans la même logique, de façon à ce qu'on puisse anticiper sur l'avenir.
Si on n'anticipe pas sur l'avenir, on va être dans une espèce de, comment dire, d'impasse qui peut être génératrice non seulement d'indigence, mais aussi de violence. Et je suis persuadé que si nous ne faisons rien, la violence va grandir parce que la précarité va amener évidemment à cette angoisse que produit la précarité avec la violence qui la suit. Et ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, la violence est un peu partout dans le monde. Alors tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une préoccupation humaniste. Et pour moi, l'humanisme doit éradiquer l'humanitaire. Parce que l'humanisme, c'est finalement, quand on est dans l'humanisme, on a soin des autres, on a soin des autres, on est préoccupé par les autres. Et quand on ne l'est pas, eh bien, on commet des exactions, pillage, confiscation, et on met l'humanitaire pour compenser le manque d'humanisme. Et aujourd'hui, il faut de l'humanisme et il ne faut pas de l'humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est simplement le secourisme artificiel que nous amenons à des populations qu'on a mis en précarité, que ce soit d'ailleurs interne ou externe. D'ailleurs, même à l'intérieur des pays prospères, il y a cet humanitaire qui intervient pour pallier les déficits d'humanisme. Et en même temps, vous savez, le chômage, tous les dispositifs nationaux qui compensent en quelque sorte le déficit, eh bien, interviennent dans un système pompier pyromane. Donc il faut sortir de tout cela. Alors pour conclure, je ne sais pas où j'en suis du point de vue temps. Ça fait un beau moment. Souci de gestion du temps. Parce que l'outil de gestion du temps, eh bien, il a décidé d'être très sobre et d'arrêter de fonctionner. Donc, quelle heure est-il? Il est 10h30. Voilà. Il est 10h30 donc déjà. C'est pas mal. On n'a pas vu le temps passer. C'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant a pu être suffisamment explicite et intelligible. Je pense pas. Je bois pas de vin d'ailleurs parce que si je viens vous raconter que l'agroécologie c'est de la connerie, alors là ça peut devenir très grave si vous voulez. Mais ce que je veux sentir profondément dans mon propre message, je répète, c'est pas parce qu'on va manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire que la société va changer. Elle ne changera que qu'à partir du moment où l'être humain lui-même, c'est-à-dire qui est l'auteur des dérives, il est dans le bien, il est dans le mal, il est pour le meilleur et le pire. Et tout dépend évidemment de l'être humain qui détermine en quelque sorte l'histoire. C'est l'être humain qui détermine sa propre histoire. Donc on ne peut pas dire que l'histoire peut évoluer sans que celui qui la détermine ne change lui-même. C'est-à-dire ne rentre dans sa propre transformation, le fameux connais-toi toi-même, le fameux des connaissances de soi, et aussi dans la sobriété et à la fois la bienveillance. Il y a une petite anecdote que j'ai vécue. Nous habitons l'Ardèche, sud de l'Ardèche. Donc nous sommes installés depuis 61 et dans les premiers temps où on était installés, on était à peu près les seuls parce que personne ne comprenait. Nous quittons la ville, les gens disaient vous êtes fous, vous n'allez jamais vous en sortir, comment ça se fait, vous avez un boulot, vous avez tout ce qu'il faut et vous allez tenter une aventure vraiment aléatoire. Et quand nous arrivions à la campagne, nous sommes arrivés en Ardèche, les Ardéchois paysans disaient vous aviez la chance d'avoir un salaire et tout, vous avez quitté tout ça mais vous êtes fous. Donc tout le monde nous traitait de fous en amont et en aval, on était des cinglés. Bon, finalement on s'installe et puis il se trouve que dans cette précarité où nous étions, il fallait, les hivers ne sont pas trop excessifs, mais quand même il faut se chauffer. Pour se chauffer, on avait un peu de forêt. Et dans ce peu de forêt, on prélevait donc le bois, on le préparait pour l'hiver. Mais c'était un gros travail. Étant seul et ayant très peu d'aide, un jour je suis attablé dans un bourg qu'on appelle Joyeuse,
qui n'est pas loin de chez nous. Et j'étais attablé avec des amis en train de discuter dans un bistrot. Et à côté, il y avait des gens qui discutaient. Et j'entends quelqu'un dire « Je dois couper mon bois pour me chauffer, mais je suis tout seul et c'est un énorme travail. » Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, je vais voir le monsieur, lui dit « Écoutez, j'ai entendu, je ne suis pas indiscret, mais j'ai quand même entendu ce que vous avez dit. Est-ce que je suis dans la même situation ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, s'associer et puis je vais vous aider à couper votre bois, vous venez m'aider à couper le mien. À deux, ça sera plus facile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse ou bien si ça existait, ce n'était pas à notre portée. » Donc, la convention est faite immédiatement. Ah oui, c'est une très bonne idée, etc. Bon. Donc du coup, on dit par qui on commence. Ben, on va commencer par chez vous et je vais vous aider pendant une semaine à couper votre bois, à le préparer pour l'hiver, etc. Donc j'y vais. Et la semaine suivante, c'est mon tour. On vient m'aider à couper le bois, à le préparer. Et on travaille toute la journée dans une espèce de paix royale. Les oiseaux qui chantent, sans les tronçonneuses, tout à la main, tout manuel, tout artisanal, avec des outils simples. Et puis la journée se passe, c'était l'automne bien avancé, et à la fin de la journée, on se prépare à rentrer à la maison, donc on se prépare à rentrer, et donc finalement on arrête le travail. Et il se passe une chose extraordinaire, c'est que il y a le crépuscule, le coucher du soleil, une fresque absolument extraordinaire de beauté, de couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. Le soleil rouge qui descend à l'horizon. Et sur cette fresque, c'était l'hiver avancé, c'était un chêne qui avait perdu ses feuilles et il faisait comme une dentelle. Dans ce paysage magnifique, dans cette fresque magnifique, il ajoutait une telle beauté comme une dentelle dans cet espace-là. Et je suis là, en admiration. Je me dis, quelle récompense! On a travaillé, on a sué, mais là c'est beau, qu'est-ce que c'est beau! Et je suis en train d'admirer ce déclin du jour, magnifique. Et puis mon ami qui était en train de ranger les outils, bon, il est un peu interloqué, un peu étonné de mon silence, et il s'approche de moi. Et je le prends par la main, je ne veux pas rompre le silence, je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà. C'est... Vous imaginez le coup de massue que j'ai reçu sur la tête. Eh bien, la conclusion, cette anecdote me fait conclure que la beauté est très importante. Parce qu'elle nous nourrit, elle nourrit notre intériorité. On est dans un monde pratico-pratique qui devient lourd et difficile, où la joie est complètement, disons, exclue de cela. Et il est vraiment important d'intégrer la beauté comme étant un élément, comme étant la chose indispensable à notre existence. C'est un peu ce que je voulais signifier. Et que nous, en tant qu'êtres humains, capables d'admiration, eh bien, il faut que cette admiration rentre dans notre existence. La deuxième chose qui, pour moi, est absolument indispensable, c'est que l'humanité ne pourra pas évoluer s'il n'y a pas un changement de l'humanité. Et l'énergie suprême, absolue et suprême, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui peut transformer l'humanité, c'est rien d'autre. Il y a un monsieur qui a dit ça il y a déjà des années, je ne me réfère pas ni à une église, ni à une mosquée, ni à quoi que ce soit, mais cette affirmation selon laquelle seul l'amour peut modifier notre destinée et l'amener vers l'épanouissement et vers l'accomplissement, c'est aimer.
Voilà, c'est très simple. Je ne prétends pas que je suis un champion en la matière. J'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes trucs. Évidemment, je suis un être parfait, bien entendu, c'est pour ça. Et j'ai pas amené mon Orial parce que ça fiche voilà, les gens comparent, disent oh, moi j'en suis que là, lui il est saint, il est formidable, etc. Donc j'ai pas voulu vous infliger, si vous voulez, ma sainteté, mais voilà, ben, je suis ce que je peux, avec ce que je peux, et je vous remercie de votre attention, et puis je vous aime beaucoup, voilà, merci beaucoup.